Bonjour à tous, en direct du 11e championnat du monde feeder, ici sur le lac de Kinroy. Donc je répète pour ceux qui prendraient l'antenne que maintenant, que nous sommes donc à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, à Kinroy, sur un immense lac, vous voyez ce très très grand lac, plus de 200 hectares d'eau, 237 hectares exactement, magnifique plan d'eau. Vous voyez qu'il y a d'ailleurs beaucoup de bateaux qui viennent le week-end profiter du beau temps. Le beau temps belge aujourd'hui, un magnifique ciel bleu. Et nous sommes donc à la mi-temps de cette seconde manche, la manche évidemment décisive. Vous voyez que nous sommes, pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, dans le secteur D, on le reconnaît assez facilement, puisque dans les petits numéros, on a cette fameuse usine d'extraction, ces péniches d'extraction, puisqu'on est sur une gravière qui continue à être exploitée. Donc effectivement, on collecte le sable, les graviers pour la construction. Donc c'est une immense gravière. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le répéter. Ça influe évidemment sur la nature des fonds, leur profil, mais aussi donc la qualité des fonds, de savoir si c'est du sable, des graviers, des galets. Tout ça, c'est des éléments importants dans le choix de la distance de pêche des différents pêcheurs. Et nous sommes donc dans le secteur D où on retrouve finalement Christophe Catlin qui était également dans ce secteur D hier, mais honnêtement il était à une place beaucoup moins favorable, puisque ce secteur D, on l'a vu, est très irrégulier. C'est la raison pour laquelle la Fédération internationale a décidé de faire un tirage dirigé ce matin, c'est-à-dire que toutes les nations qui avaient des gros numéros hier se retrouvent dans les petits numéros, et vice-versa. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes derrière Christophe Catlin qui est au numéro 3, donc dans la zone favorable, puisqu'on va dire que c'est entre le numéro 1 et le numéro 8 que tous les jours des entraînements et hier en compétition, on a vu les meilleurs scores avec des belles brèmes, même si encore une fois le Serbe, j'insiste beaucoup sur sa performance d'hier, au numéro 15 hier a réussi à faire 3e du secteur. Les Serbes, alors vous voyez en deuxième plan là, vous voyez un pêcheur debout qui est en train d'épuiser. C'est donc dans le même secteur que Christophe. Bon, c'est un gardon, mais c'est le pêcheur polonais qui pour l'instant serait en tête du secteur avec 2 brèmes plus des pêches de gardon. Il n'y a pas encore vraiment beaucoup de brèmes, il n'y a pas de pêcheur qui se détache irrémédiablement, je dirais. Vous avez donc le pêcheur polonais qui a fait une brème. À sa droite, vous voyez en bleu le pêcheur tchèque. Je rappelle que les Tchèques pour l'instant sont 3e au classement général à seulement un demi-point derrière les Hongrois. Donc vous avez ici Christophe Catlin au numéro 3. Et puis je vais me tourner et vous donner un petit peu les autres pêcheurs. Ici vous avez un pêcheur bulgare. Et puis juste derrière lui, vous voyez à travers les cannes, là on le voit avec sa casquette blanche, c'est l'anglais Lee Kerry, un pêcheur évidemment très connu de l'équipe d'Angleterre. Alors là, il vient de monter juste un petit gardon, mais en fait, il a pris une brème juste avant que je prenne l'antenne. C'était sa première brème. Un assez joli poisson de 1,3 kg à 1,4 kg. Ensuite, vous avez un espagnol. Alors cet espagnol, c'est pas n'importe quel espagnol, c'est Maria José Macias, qui a fait 2e du secteur, si vous vous souvenez hier du secteur où était Johan Housset, le secteur C. Il avait réussi à faire 2e avec des brèmes à un numéro très difficile, et aujourd'hui il a aussi une brème et des poissons blancs. Il serait plutôt dans les 5 premiers pour l'instant, donc il est plutôt pas mal parti pour espérer faire un podium individuel. Donc il va falloir qu'on le suive. Mais on va se tourner derrière Christophe Catlin. Alors je vous ai dit, le Polonais a encore un poisson à l'aile là au numéro 1. Alors c'est à nouveau un gardon, mais il a l'air de quand même être plutôt pas mal parti, puisqu'il complète sa pêche de brème, il continue à prendre du poisson régulièrement. La pêche dans tous les cas est assez difficile par rapport à hier. Je trouve que ça démarre plus lentement. Alors c'est sans doute dû au fait qu'on a eu une nuit très très froide. Ce matin il y avait du givre sur les vitres des voitures. Quand on est arrivé au bord de l'eau à 8h30, il faisait encore que 3-4 degrés. Donc sûrement que voilà, vous voyez le ciel, il n'y a pas un seul nuage. Donc on a des nuits très froides, c'est la pleine lune en plus. Donc peut-être que le froid des 2 nuits dernières
a quand même calmé un peu l'ardeur des beaux poissons. Donc on a démarré plutôt plus lentement en tout cas que hier. C'était flagrant en particulier dans le secteur A, où le secteur A, hier on a vu que les petits numéros avaient démarré un petit peu sur les chapeaux de roue à la surprise générale, et aujourd'hui c'était pas du tout le cas. Les petits numéros où se trouve d'ailleurs le Serbe, puisque les Serbes, je rappelle, sont en tête à l'issue de la première manche, avaient pas mal de mal à prendre du poisson, alors que la zone où se trouvait Romain Foiratier, le pêcheur tchèque, et puis Peter Bako, le hongrois, ont commencé en prenant assez régulièrement des poissons. Romain a plutôt bien démarré, soyons honnêtes. Peter Bako, il se tenait avec Romain pour la première heure. Il y avait le pêcheur de la République tchèque qui était sur la gauche de Peter Bako, qui a pris une brème dès la première heure. Je pense que de toute façon, le secteur A, il va falloir être patient pour attendre de savoir ce que ça va donner, parce que c'est une zone où il va y avoir des brèmes, et même si elles vont être plus lentes à rentrer, peut-être à cause du froid, un poisson pour Christophe, même si elles sont plus lentes à rentrer à cause du froid, je pense qu'elles vont rentrer. Donc la dernière heure et demie, voire la dernière heure, risque d'être déterminante dans ce secteur A. Dans le secteur B, les choses allaient plutôt bien quand on a quitté le secteur B pour Michael Letcher, je dirais même très bien. Voilà, un joli gardon pour Christophe. Michael Letcher, c'était vraiment bien parti. Il prenait non seulement un bon rythme, mais en plus une bonne taille de gardon. Avec la même technique que celle qu'utilisait hier Johan, c'est-à-dire en n'hésitant pas à animer son èche, donc sans poser la canne sur le support, il tenait la canne entre les mains, il moulinait tout en faisant des manœuvres d'aguichage, et il réussissait vraiment très très bien à prendre des gardons, quasiment tout de suite dès que le feeder touchait le fond, il avait la touche. Donc c'est des poissons qui étaient sûrement très actifs, voire décollés du fond. Et il avait tout à fait la technique parfaite pour les prendre. Dès que les touches commençaient à diminuer, il n'hésitait pas à réamorcer carrément avec la canne d'amorçage, de relancer pour recharger le coup avec un ou deux feeders. En tout cas, sa stratégie, sa distance de pêche semblait vraiment bien adaptée. Il était parti vraiment très bien dans le secteur B. Dans le secteur C, alors on en a parlé du secteur C parce qu'on était vraiment déçus, on s'inquiétait beaucoup pour Johan Housset, qui est au numéro 1, donc dans le cul complet de l'étang. Alors évidemment, c'est pas une très bonne zone, mais il prenait assez régulièrement du poisson. Reste que ce secteur est tellement irrégulier au niveau des places, qui se retrouvent évidemment avec les pêcheurs qui sont finalement ici, là sur la gauche. Vous voyez le Polonais qui vient encore de ferrer. Bon bah forcément, il est au numéro 1, D1, donc le C23 est directement à sa gauche, alors que Johan Housset, il est vraiment très très loin, et vous ne pouvez pas le voir, il est complètement sur la gauche, là au fond, dans le cul de l'étang. Donc il combat contre des gens qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de pêche. Donc en tout cas, il lâche rien, il fait des petits poissons. Il avait 35 poissons au bout de 2 heures, donc c'est pas si mal. D'autant que le pêcheur hongrois qui était Attila RDI dans le secteur C avait beaucoup de mal. Lui, il avait moins de poissons et en plus il prenait que des tout petits aspes. Je dirais que la Hongrie, ça n'a pas l'air si bien au niveau de ces 2 premières heures de pêche. Pour moi, les 2 équipes qui sont à suivre vraiment attentivement après 2 heures de pêche, c'est que 2 heures de pêche, et encore une fois, je pense que les poissons vont se réveiller assez tard aujourd'hui. Vous voyez que le Tchèque est en train carrément de changer de distance de pêche. Vous voyez qu'il reprend ses mesures sur ses piquets. Je pense qu'il va aller chercher les poissons un peu plus loin. Il semblerait que les pêcheurs qui prennent du poisson aujourd'hui sur cette partie du secteur pêchent relativement loin. Donc il n'hésite pas, c'est tout l'avantage, c'est ce qu'on a dit hier de la pêche au feeder. Vous pouvez changer de distance de pêche en cours de manche, recréer un nouveau coup et finalement changer la décision. Vous n'êtes pas fixé complètement à une distance de pêche parce que vous avez décidé au départ que ce serait cette distance. Vous pouvez tout à fait changer en cours de pêche. Et vous voyez que le Polonais au 1 est encore en action. Alors justement, je disais qu'il y a 2 nations qui m'inquiètent un petit peu si on se place du côté des Français et qu'on espère une médaille. Ce sont justement les Polonais et les Tchèques qui me semblent réussir pas trop mal dans tous les secteurs, en particulier les Polonais qui sont, je crois, 5e au classement général. 4e, ce sont les Roumains, 5e les Polonais, et puis après il y a les 6e les Anglais. Alors les Anglais, ils marchent plutôt bien dans 3 secteurs,
Il marche finalement pas si mal ici, puisque quand je suis arrivé, l'Ikeri, c'était pas du tout bon, mais il vient de faire une belle brème. Donc il s'est replacé immédiatement dans ce secteur D. Hein. Je rappelle que ensuite, après le virage, dans la partie du chenal, la pêche est nettement plus difficile. Donc il n'y aura sûrement pas de brème prise par là-bas. Donc dès que vous prenez une brème dans ces 8 premiers numéros, bah, tout de suite vous faites un bond énorme au classement. Donc les Anglais aujourd'hui aussi, attention méfiance, parce que d'abord ils sont juste devant nous, ils ont 9 points d'avance sur les Français, donc s'ils réussissent une belle manche, on aura du mal à aller chercher un podium. Dans les premiers, je dirais que ceux qui ont le plus de mal aujourd'hui, ça m'a l'air d'être les deux premiers, les Serbes et les Hongrois, en tout cas après 2 heures de pêche. Ensuite, donc je vous dis, les Tchèques, c'est plutôt pas mal, donc ils pourraient espérer grignoter leur retard sur les Hongrois, en tout cas, puisqu'il n'y a qu'un demi-point, mais même peut-être les Serbes, et puis et donc les Polonais, et puis les Tchèques qui sont plutôt pas mal, un peu dans tous les secteurs, même si ici, il n'a toujours pas de brème, là, au numéro 2. C'est le cas également de Christophe, qui n'a toujours pas de brème, il a fait que des gardons. Donc la question pour lui est de savoir, justement, est-ce qu'il faut qu'il change de distance de pêche. Tout à l'heure, il a demandé qu'on appelle le capitaine. Je pense qu'il va avoir une discussion avec lui pour savoir si il faut prendre la décision maintenant, dès maintenant. Hein. On est à la mi-temps, donc il reste 2h30. C'est suffisant pour recréer un deuxième point de fixation et essayer de prendre un poisson. Mais c'est pas certain. Ah, alors on me fait signe qu'il y a un poisson. Ah oui, là-bas. Alors je vais me tourner et je vais vous montrer la brème là-bas dans le fond. Vous voyez un pêcheur qui est debout sur sa caisse. Alors pourquoi il est debout sur sa caisse? C'est non seulement à cause des moules, des cailloux et des herbiers qui sont présents sur les 20-30 premiers mètres. Donc quand les pêcheurs font un beau poisson, évidemment ils se mettent debout pour essayer de le faire monter le plus possible du fond. Aïe, il a l'air accroché. Vous voyez que, alors au premier plan on a un poisson, mais c'est à 3 places là-bas. Donc c'est le pêcheur, je vais vous dire tout de suite qui c'est. Et c'est le Serbe en plus. C'est le Serbe, donc c'est très important. Attendez, l'Ikeri, l'Espagnol. Non, c'est le Hollandais. J'ai dit une bêtise, le Serbe est à droite. C'est le Hollandais et le Serbe est à droite du Hollandais. Et vous avez l'Espagnol juste à côté du Hollandais. Donc visiblement il a réussi à décrocher son poisson des obstacles. Ça devait être des herbes. Donc en tirant un peu en force, de toute façon il pêche pas très fin, hein. Ici on est sur la zone où on sait qu'il y a des brèmes, donc je pense qu'il n'y a aucun pêcheur qui pêche fin, ils doivent tous être au moins en 14, c'est bon. Il l'a mise à l'épuisette. Les Hollandais qui ont eu une manche très difficile hier, mais il faut avouer qu'ils n'avaient pas un bon tirage. En tout cas là, il vient de faire une belle brème. Allez, un poisson d'1,5 kg peut-être un peu moins, entre 1,2 kg et 1,5 kg. Donc vous voyez que ça peut bouger très très vite sur ce secteur, en tout cas sur ce secteur, sur cette zone du secteur. L'Ikeri qui vient de faire un gardon, donc ça a l'air quand même de se réveiller. Hein. Je l'ai dit, je pense que on va avoir une manche qui va être de plus en plus poissonneuse, en tout cas sur ces numéros du D1 au D8. Ensuite, c'est un peu la même chose qu'hier. Alors malheureusement pour les Hongrois, le pêcheur Matthias Chivak est au numéro 11. Donc les Hongrois ne bénéficient pas finalement d'un vrai petit numéro. En fait, ils ont le plus gros des petits numéros. Donc tant pis pour eux. En tout cas, c'est pas très bon signe pour la Hongrie par là. Et puis évidemment pour les Belges qui sont au numéro 17. Donc ça va être difficile. Les Allemands aussi qui sont au numéro 19. Même si, encore une fois, on a vu hier qu'au numéro 15, le Serbe a réussi à faire 3e. Et le Tchèque, si vous vous souvenez bien, à l'aile au numéro 23, avait réussi une magnifique performance en prenant des gardons sur son aile, là, qui était vraiment très difficile. Donc c'est peut-être bon espoir quand même aussi pour Johan, sur son C1. Peut-être qu'il peut réussir à faire rentrer quelques beaux poissons. En plus, au niveau du C1, ici, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de vent. Il fait plein soleil, mais il y a un petit peu de vent, même si c'est très peu par rapport à ce qu'il peut y avoir sur ce parcours. Hein. On a regardé quelques vidéos tout à l'heure que nous a montré Nicolas Quénon, qui a l'habitude de pêcher ici. Quand ça souffle, ça souffle. Il nous a montré quelques vidéos, on serait cru en mer. Hein. Vous avez des vagues énormes qui passent par-dessus les cailloux, là où se trouve installé Christophe.
Donc voilà, il est avec Thierry Théodin qui est venu pour prendre les décisions tactiques, puisque l'équipe de France est à la 9e place, je crois, me souvenir, oui c'est ça, 9e place, et que donc le but c'est quand même d'essayer de remonter et d'arracher une petite place sur le podium, hein, à la rigueur d'être 5e, 7e ou 6e, peu importe. Donc là, c'est le moment crucial un peu d'un championnat du monde, où au bout de 2h30, vous voyez que vous avez une partie de vos pêcheurs qui sont plutôt pas mal, hein, puisque Romain est plutôt bien, Michael Etcher est vraiment très bien, Johan Housset, il limite la casse sur sa place difficile. Ici, on est potentiellement sur une place très favorable au numéro D3, puisqu'on est dans la zone où il peut y avoir des brèmes. Pour l'instant, Christophe Catlin n'a pas pris de brème, il a pris que des gardons. Donc c'est le moment où il faut prendre des choix stratégiques. Est-ce qu'il faut insister sur le coup principal? Est-ce qu'il faut changer de distance de pêche? Est-ce qu'il faut prendre des risques, en quelque sorte? Parce que c'est pas dans une heure qu'il faudra prendre des risques, hein. Et c'est quand même, si on change de distance, c'est pour prendre des brèmes. Donc il faut un certain temps avant de construire le coup. Donc c'est maintenant ou jamais. Mais c'est un choix stratégique, c'est un choix difficile à prendre, mais qui peut avoir une grosse influence sur le résultat final, puisqu'on voit que finalement les Français aujourd'hui réussissent pas si mal, en tout cas dans les 4 secteurs que j'ai vus pour l'instant. Le secteur E, où c'est Gilles Regour, je ne sais pas ce qu'il fait pour le moment, mais en tout cas il est dans une zone plutôt favorable de ce secteur. C'est une pêche très régulière, donc ce serait vraiment très étonnant que Gilles revienne avec 20 points ou 15 points. Il devrait réussir à faire une pêche correcte, donc dans tous les cas limiter les dégâts. Donc si on arrive à faire des bons résultats dans le A et B, c'est vraiment la clé pour nous, le A et le B. Le D, de toute façon, Christophe va pas faire non plus un très mauvais résultat, parce que même s'il n'a pas de brème pour l'instant, il a quand même des beaux gardons qui seront devant tous les pêcheurs qui sont dans les plus gros numéros du secteur D, où on a vu que ce serait difficile. Donc la clé, ça va être quand même ce secteur C où Johan est en train de limiter la classe, et ce secteur D où je pense qu'il faut, moi personnellement, qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques dès maintenant pour tenter de prendre ces brèmes. Il faut absolument que Christophe prenne une, mais je dirais plutôt 2 voire 3 brèmes maintenant, pour tout de suite remonter dans le trio de tête de ce secteur. Il faut absolument qu'il réussisse à faire dans les 3 premiers, puisque les Français ont quand même 20 points de retard sur les premiers. Donc on ne peut pas se permettre d'essayer d'assurer en se disant s'il termine 7 ou 8, c'est quand même pas si mal. Non, 7 ou 8, ce ne sera pas suffisant pour permettre à l'équipe de France de remonter sur le podium. Donc si on veut un podium, il faut qu'il y ait un minimum de risque qui soit pris sur les pêcheurs qui sont sur les zones à brème. C'est le cas de Romain dans son secteur A, et c'est évidemment le cas de Christophe dans ce secteur D. Ensuite, le secteur B, encore une fois, il y a moins de brèmes. On a vu hier Peter Bacco a remporté le secteur en pêchant que les gardons. Donc je dirais que la stratégie pour l'instant de Mika Letcher est la bonne. Il se débrouille très bien. On sait très bien que quand il est lancé comme ça, avec un rythme de prise en général, tout va bien. Je ne pense pas qu'il s'écroule dans la Manche. Après, il peut y avoir des belles brèmes, je sais pas, mais en tout cas, on va regarder. Je vois prendre aussi des poissons dans le haut quand même du secteur C, qui est dans le fond là de l'image. Donc ça, c'est pas très bon pour Johan, mais bon, encore une fois, Johan est dans une partie de secteur vraiment très particulière. Il combat. Alors, cette fois-ci, c'est notre ami espagnol. Notre ami espagnol qui a une belle brème à 3 places, là vous le voyez, il est en train de la travailler. Alors lui, il ne s'est pas levé, par contre, il travaille ça de manière assez classique, canne basse. C'est qu'il doit savoir qu'il n'y a pas trop d'obstacles. Il ramène, et c'est une belle brème. Alors lui, vraiment, il a une belle carte à jouer, parce qu'il est vraiment dans la bonne zone de ce secteur D. Et hier, je rappelle qu'il a fait 2e de son secteur dans le secteur C, à une place très difficile. Il a réussi à prendre des brèmes, donc là il recommence à prendre des brèmes. Je sais que c'est pas sa première. Donc les Espagnols, alors c'est pas par équipe, parce que hier ça a été le seul Espagnol qui a réussi un bon résultat
tous les autres ont pris vraiment beaucoup de points, donc je ne me souviens pas à quelle place est là l'Espagne aujourd'hui, mais dans tous les cas, ils n'ont plus aucune chance de faire un podium par équipe. En revanche, ce pêcheur espagnol qui s'appelle José María Macias est bien parti. S'il réussit à prendre des brèmes assez régulièrement, s'il fait un bon résultat dans ce secteur D, eh ben, il est bien parti pour avoir une médaille individuelle. Après, la couleur de la médaille, ça va être dur à déterminer. Sur des secteurs en ligne comme ça de 23, c'est pas sûr que ça se gagne avec 2 points. Ça pourra très bien se gagner avec 3 points, voire 4 points. Donc avec 2 points hier, et s'il prend des brèmes dans ce secteur D, hein, parce que en fait il va lutter avec les 6 ou 7 pêcheurs qui sont autour de lui. Tous les pêcheurs qui sont après le virage, hein, vous voyez sur la droite là-bas on a le début du chenal, après tout le secteur est sur la droite là-bas, on ne les voit pas. Ils sont un peu hors course. Ah, oulala, je vois, vous voyez qu'il y a un gars debout sur sa caisse là-bas. Alors là, cette fois-ci, c'est le Serbe. Je ne me trompe pas, à côté du Néerlandais. Les Serbes qui étaient plutôt à la peine quand même dans la plupart des secteurs. Mais vous voyez que ça va vite, hein. Il suffit de prendre dans ce secteur D, ah, il a l'air accroché dans le fond. Hop, ça y est, ça s'est décroché, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est vraiment une brème parce que la canne n'a pas l'air de plier terriblement. Ici, et ben vous avez le Bulgare qui continue. Là, c'est un gros gardon. Un gros gardon pour le Bulgare. Likeri, il a fait sa brème, mais à part ça, il n'a pas quand même un rythme de touche énorme. Vous voyez que ça, plus ça va quand même, plus il commence à y avoir du poisson. Je pense pas que c'est une brème, le Serbe là-bas, mais c'est un beau poisson. Ça doit être un gros gardon. Les beaux poissons arrivent, ça va rentrer pour Christophe, n'en doutons pas. Je pense qu'il faut être un peu patient. Évidemment, c'est une pêche de brème, hein. Vous ne pouvez pas avoir le même rythme de touche que quand vous pêchez des gardons de 100 grammes. Donc c'est vrai que souvent il faut un peu de patience. C'est frustrant quand vous attendez, que vous voyez autour de vous. Hey, ouh là 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 là. Oh là là, ça c'est beau. Vous voyez qu'il suffit de le dire. Il suffisait de le dire. Là, ça c'est un beau poisson en direct derrière Christophe. Oh là là, les coups de tête. Ah, ça met des coups. Oh, aïe 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 aïe, c'est perdu. En tout cas, c'est bon signe. Quand il y a des gros poissons comme ça, il se balade pas tout seul. Il est dans la zone à gros poissons. Alors, est-ce que ça a cassé ou pas? J'ai l'impression que ça a cassé. Et ça a mis des sacrés coups de tête, hein. En tout cas, il change le bas de ligne, même si ça n'a pas cassé. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut changer le bas de ligne. En tout cas, vous avez vu, ça c'était gros Aurélien, oui, c'était un gros poisson. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des beaux poissons, on en parlait. Il reste beaucoup de temps pour les prendre, ces gros poissons. J'ai aucun doute que Christophe va en prendre d'ici la fin, même si le Polonais au second plan continue à prendre ses gardons. Il a déjà des brèmes. Donc pour moi, le Polonais serait quand même en tête du secteur pour l'instant. Mais attention à la lutte avec l'Espagnol, qui vient de prendre sa 2e ou 3e brème. Donc l'Espagnol est vraiment dans les 3 premiers de son secteur. Et c'est très important pour lui, encore une fois, au niveau du tirage au sort. Comme Romain hier. C'est vrai que Romain hier, il a perdu une brème, mais il l'a perdu vraiment à ras de l'épuisette, Romain. C'était encore plus frustrant. Là, vous avez vu, Christophe, il l'a tenu, ça a mis des coups de tête sévères, hein. Par contre, je ne sais pas ce que c'était une brème, mais je pouvais voir vraiment dans le sion. Là, je suis juste à côté, hein. Je suis à distance réglementaire, on va dire. Je suis à 7-8 mètres. C'était assez, ça avait l'air vraiment lourd, hein. Alors c'est vrai qu'il pêche en tresse, donc il y a moins d'élasticité pour amortir les coups de tête des poissons. C'est un peu le problème des tresses. Et puis en plus, les pêcheurs français utilisent soit des montages directs sans tête de ligne, soit des têtes de ligne très courtes. Donc évidemment, il y a très peu d'élasticité pour amortir les coups de tête. Il n'y a que le bas de ligne fait qui est en nylon. Donc quand ils mettent des coups de tête, si le poisson est piqué au bord, il peut se décrocher d'autant plus facilement. Allez, tu as raison, on y retourne. De toute façon, il va falloir être patient, pas se précipiter. C'est une pêche de belle brème. Il en suffit de 2, voire 3 pour immédiatement. Vous voyez que là, il est en train de recouper des vers.
Donc là, on n'est pas sur les pêches qu'on a pu voir ce matin dans les secteurs A et B, où on met beaucoup de casters, et on mise surtout sur les gardons. Même si dans la zone, encore une fois, de Romain, je pense qu'il y aura des brèmes un peu plus tard. Et c'est la raison pour laquelle les Hongrois ont gardé que un quart de litre de vers de terre. En fait, ils misent essentiellement sur les casters et ils gardent avec un quart de litre de vers de terre. Ils se disent ça suffit pour maintenir les brèmes sur le coup sur la plupart des postes. Ici, sur ce secteur D, je pense qu'en tout cas sur ce secteur D, sur ces 8 premiers numéros du secteur D, là, il faut prévoir quand même un peu plus de vers parce que vous êtes sur les zones où il y a des grosses brèmes. Donc là, pour les tenir sur le coup, vous allez devoir pêcher la brème peut-être pendant 2 heures, 3 heures sur les 5 heures. Donc là, il faut un peu plus de vers quand même en provision pour les maintenir sur le coup parce que c'est quand même des beaux poissons. Et puis les vers coupés, il n'y a pas que les brèmes qui les mangent. Hein. Quand vous avez des gardons de 200-300 qui viennent sur le coup, s'ils voient des tronçons de vers, ils ne vont pas se priver pour les bouffer. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on prend les gros gardons. Un tronçon de vers de terre, c'est vraiment excellent. Il y a peu de gens qui pêchent le gardon avec des terreaux ou des tronçons de vers. Mais si on veut cibler vraiment les gros gardons, c'est une nèche très efficace. Hein. C'est pas que pour la brème. Voilà, donc vous voyez que Thierry Théodin, le capitaine, est aux côtés de Christophe Catelin. Je pense qu'ils ont décidé quand même maintenant, évidemment, de rester à cette distance. À partir du moment où vous piquez une brème à une certaine distance, vous pouvez penser que c'est quand même pas des poissons qui vivent en général seuls, surtout ces tailles de brème. Des poissons qui font entre 1 et 2 kg, en général, ils sont en banc de 20, 30, 40, 50 individus. Donc, surtout sur des grands plans d'eau comme ça, hein, ils n'aiment pas trop se balader tout seuls. Vu la quantité de carnassiers qu'il y a, quand on est poisson blanc, on se regroupe pour essayer de se protéger. Donc normalement, même quand on est des poissons de 1 à 2 kg, on vit en banc. Donc il a eu la touche, on peut espérer qu'il y en aura d'autres. De toute façon, je pense que je vais faire finalement la pesée à nouveau de ce secteur D en fin de journée. Donc moi, je vais aller faire un tour, continuer à voir un peu ce qui se passe dans les secteurs C et E pour vous donner des infos en fin de manche. Je pense qu'on va refaire à nouveau la pesée de ce secteur D. Pourquoi? Parce que c'est un secteur très important pour les Français. Si Christophe arrive à prendre quelques brèmes, il pourrait faire un très bon résultat. Et si, alors ça fait beaucoup de si, hein, mais et si Romain a continué sur la même lancée, si Mika a continué sur la même lancée, et que donc Christophe réussit à prendre des brèmes, l'équipe de France pourrait faire une très belle seconde manche. Et puis on a le Polonais, le Tchèque ici qui joue les premiers rôles, qui sont dans les premiers numéros, donc c'est intéressant de les suivre. Vous avez aussi Likeri l'anglais. Je rappelle que les Anglais sont juste devant nous, avec 9 points d'avance quand même. Donc il faut suivre aussi leurs résultats. Donc je pense que ça peut être un secteur clé, ce secteur D. J'avais dit que peut-être j'irais faire la pesée du secteur A où se trouvait Peter Bacco parce que je me disais qu'il a une bonne chance d'être champion du monde. C'est peut-être le cas, j'en sais rien de ce qui se passe dans le secteur A. Mais vous avez ici en plus dans le secteur D ce pêcheur espagnol qui a fait deuxième hier et qui est bien parti quand même dans ce secteur. Donc il pourrait faire aussi une médaille. Donc pour moi, je pense que le plus intéressant pour vous, ça va être de suivre la pesée de ce secteur D. En plus, il y a quelques jolis scores quand même. Donc on va refaire à nouveau la pesée du secteur D. En plus, on a un bon réseau, il n'y a pas de coupure. Donc tout se passe bien, le son fonctionne, les images ne sont pas coupées. Donc on va sûrement tout à l'heure vous retrouver pour la dernière demi-heure de pêche dans ce secteur D et puis on fera la pesée. Donc je rappelle que la compétition a été retardée d'une demi-heure. Donc au lieu de se terminer à 15h, elle se terminera à 15h30. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15h. Pour suivre la dernière demi-heure de pêche de ce secteur D. Le Polonais a encore un poisson là-bas. Il fait quand même assez régulièrement des gardons. Là, il fait plus trop de brème, mais il fait du gardon. Le Tchèque vient de ferrer aussi. Il y a quand même un peu de poissons qui commencent à se réveiller, comme je l'ai dit. Donc, rendez-vous tout à l'heure à 15h pour la fin de cette seconde manche et la pesée du secteur D. Merci à tous et à tout à l'heure.